Smart Bourse vous est présenté par MoneyOne.fr, l'épargne qui fait du bien. Smart Bourse, c'est votre double dose quotidienne de marché sur Bismart, 2 fois par jour, donc à la mi-journée en direct, 12h30, 13h, et le soir, la grande édition, le grand digest de l'information économique, financière et boursière, à partir de 18h30. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, des marchés en Europe qui évoluent sans véritable tendance. On notera au moment où on se parle une légère progression du CAC 40, mais les autres indices sont plutôt à l'équilibre en Europe, voire légèrement négatifs. Pas de tendance donc au démarrage d'une semaine qui sera marqué par pas mal d'événements américains autour du dollar, à commencer par la réunion de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine. À partir de demain, la décision est attendue mercredi soir avec la conférence de presse de Jérôme Powell et les nouvelles projections économiques de la Banque centrale américaine. Une semaine donc dollar avec la réunion de la Fed, et puis une semaine et un début de semaine toujours marqué par les fusions-acquisitions, les gros deals qui continuent d'être annoncés au lendemain du week-end. Dans l'actualité, on notera Nvidia qui rachète ARM Holdings, spécialiste des puces électroniques, propriété aujourd'hui du japonais SoftBank. Un deal à 40 milliards de dollars, le plus gros ever dans le secteur des semi-conducteurs, qui se comporte bien d'ailleurs. Quand un industriel rachète un autre industriel, ça donne un prix au marché, et on voit l'ensemble du secteur des semi-conducteurs qui est plutôt réévalué à la hausse aujourd'hui à l'occasion de cette opération. On notera dans le secteur de la santé Gilead, la biotech américaine, qui rachète Immunomedics pour 21 milliards de dollars. Et puis les dossiers en cours, toujours Veolia Suez bien sûr, Tiffany LVMH, ou plutôt LVMH Tiffany. Que penser de ce deal? Est-ce que LVMH peut se trouver une cible de rechange? On a vu notamment un peu de spéculation peut-être autour du titre Richemont en fin de semaine dernière, la maison mère de Cartier. Et puis l'opération du jour qui est un deal politique, c'est Oracle, le géant américain des logiciels, qui serait en bonne voie pour devenir le partenaire technologique des opérations américaines du réseau social chinois TikTok. Selon la volonté de Donald Trump, il fallait que ByteDance, le groupe chinois qui possède TikTok, se sépare de ses activités américaines. Le deal pourrait être confirmé dans les prochaines heures. Et puis comme chaque lundi, le plan de trading, ce sera à suivre dans quelques minutes avec Romain Daubry de la cellule Info d'Experts de Bourse Direct. Difficile d'extraire une tendance sur les indices européens à mi-séance. Le résumé complet des infos clés du jour, c'est avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Direct. Le CAC 40 est toujours dans le vert à la mi-journée, dans un volume d'échange relativement faible de 500 millions d'euros. L'indice parisien est porté par les valeurs industrielles comme Thales, Airbus, STMicroelectronics, Engie ou encore Saint-Gobain, qui se positionnent parmi les plus fortes hausses du CAC 40, donc à la mi-journée. Même si la prudence est de mise en ce début de semaine où les banques centrales américaines, anglaises et japonaises doivent s'exprimer, l'optimisme est de retour sur le front de la lutte contre la Covid-19 avec 2 annonces auxquelles les investisseurs ont été sensibles. Tout d'abord, la reprise du test de phase 3 d'AstraZeneca au Royaume-Uni. L'essai clinique avait dans un premier temps été mis en pause après l'apparition d'effets secondaires sur une des patientes. Les autorités sanitaires britanniques ont finalement estimé que l'essai clinique ne présentait pas de risque et pouvait continuer. Et deuxième annonce qui nous vient du laboratoire Pfizer, qui juge probable qu'un vaccin soit disponible aux États-Unis d'ici la fin de l'année. Au-delà de la lutte contre le coronavirus, les investisseurs suivront de près aujourd'hui les nombreuses opérations annoncées, même si celles-ci concernent majoritairement les États-Unis. Dans le secteur de la santé, tout d'abord, Gilead Sciences présente une offre d'achat sur Immunomedics. Immunomedics qui développe un traitement contre le cancer du sein. Gilead propose 88 $ par action, soit le double du cours de clôture d'Immunomedics vendredi dernier. L'opération pourrait coûter plus de 20 milliards de dollars. Aux États-Unis, toujours, Nvidia pourrait racheter la filiale de SoftBank ARM Holdings, le fabricant de semi-conducteurs britannique. L'opération doit cependant encore être validée par les autorités de la concurrence dans les différents pays concernés par l'opération. Et aux États-Unis, toujours, le dossier TikTok est en passe de trouver une solution. Selon le Wall Street Journal, ByteDance, la société mère de l'application, aurait mis fin à ses discussions avec Microsoft pour mettre en place un partenariat technique privilégié avec Oracle. Un partenariat
qui, au lieu d'une vente classique, laisserait à l'entreprise américaine la gestion des données personnelles des utilisateurs aux États-Unis, mais qui n'impliquerait pas un partage de technologie pour autant. Et en Europe, enfin, Euronext tente de racheter de son côté Borsa Italiana au London Stock Exchange, une opération que l'opérateur européen réalisera en partenariat avec la Casa Depositi et Prestiti italienne. Euronext a confirmé avoir déposé un dossier ce lundi. Côté valeur à la Bourse de Paris, à présent, la Grèce a annoncé acheter 18 avions Rafale à Dassault Aviation dans un contexte de tension avec la Turquie. Dassault Aviation qui gagnait plus de 6%. Ce matin, Sanofi annonce de son côté que la FDA aux États-Unis accorde la désignation traitement innovant à son traitement Dupixent contre l'œsophagite eosinophile. Et enfin, le ministre néerlandais des Finances estime de son côté que Air France KLM pourrait ne pas survivre à la crise actuelle si l'entreprise ne réduit pas suffisamment ses coûts. Et on regarde rapidement le pétrole de Brent qui est toujours en dessous des $40. L'euro-dollar qui lui s'apprécie toujours à 1,1850$ pour 1 euro. L'once d'or de son côté s'apprécie aux alentours des $1950. Merci beaucoup Nicolas. Nicolas Pagnès qui est en fil rouge avec nous tout au long de la journée depuis la salle de marché de Bourse Direct sur Bismart. Avec nous évidemment dans Smart Bourse à la mi-journée et le soir pour vous livrer les infos clés du jour sur les marchés. Séance sans tendance pour l'instant en Europe. On attend une ouverture positive pour les marchés américains et notamment pour le Nasdaq qui est encore à 10% de ses plus hauts historiques marqués il y a quelques jours. On est toujours en zone de correction pour le Nasdaq mais l'indice américain devrait en sortir normalement dès l'ouverture tout à l'heure. Les enjeux techniques de la semaine, c'est chaque lundi dans l'édition de la mi-journée Smart Bourse sur Bismart avec Romain Daubry, le technicien de marché et membre de la cellule info d'experts de Bourse Direct. Bonjour Romain, bonjour, ravi de vous retrouver comme chaque lundi, le vendredi également pour débriefer ensemble la semaine. Là on essaye de prendre un coup d'avance. Oui, je disais les enjeux techniques parce que ce sera une semaine particulière avec les échéances de produits dérivés, produits futurs ce vendredi sur les indices européens et américains notamment. Ouais, le troisième vendredi de chaque mois, c'est toujours un moment clé, un moment technique. Un moment qui est important et dans lequel des enjeux techniques peuvent faire bouger les marchés au-delà des considérations traditionnelles de mouvements de fonds, de gestion, etc. Donc il y a des éléments importants sur les options, des couvertures qui sont faites sur les futurs et tout ça, ça entraîne des mouvements qui peuvent être parfois erratiques, on appelle ça, donc la semaine des 3 sorcières ou les 4 sorcières quand il y a plus de contrats qui se terminent, mais le nom l'indique bien, c'est des mouvements qui peuvent être un peu brutaux et surtout au fur et à mesure que la semaine avance. Donc on va surveiller ça, des éléments qui sont importants pour l'instant et puis la Fed aussi cette semaine. Oui, la Fed bien sûr, mais sur les enjeux techniques, voilà, je voulais rappeler, comprendre les options, c'était notre discussion de vendredi dans le débrief de la semaine, la leçon de trading. Alors, à peine une initiation au mécanisme de compréhension des options, mais voilà, qui seront un des enjeux de la semaine avec les échéances de ce vendredi. Quel est l'état technique justement du CAC là pour démarrer la semaine? Je disais, c'est une séance pour l'instant sans tendance, on verra ce que donne Wall Street tout à l'heure, mais grosso modo, ça fait quand même 15 jours, 3 semaines, depuis qu'on a lancé l'émission quasiment, Romain, qu'on se trouve à peu près dans les mêmes zones de fluctuation pour le CAC 40 à Paris. Ouais, les mêmes zones, et puis ça se resserrait en plus. C'est ce que vous dites. C'est qu'en plus, au lieu d'aller toucher les bornes extrêmes du trading range, cette zone de congestion latérale qu'on connaissait, ça s'est muté en un triangle, donc des bornes de congestion qui se sont encore plus resserrées au fur et à mesure des jours précédents. Ça donne une petite surperformance aux indices européens, puisque eux n'ont pas trop baissé quand les indices américains ont plongé, mais en tout cas, c'est plutôt pas de sortie par le haut pour l'instant. Alors, on avait une zone de congestion qui s'est resserrée sur l'indice parisien, la zone du triangle, la zone large, c'était 4943 en bas. Je parle du contrat à terme sur l'indice CAC 40, justement le futur, et puis 5105 en haut. Ça, c'est pour les enjeux pour les heures à venir. Mais on s'était bloqué dans une zone de congestion encore plus serrée, 4973, c'était un point technique, on l'avait vu plusieurs fois, et 5063 en haut. La petite bonne nouvelle, c'est que ce matin, on a ouvert un peu au-dessus de 5063, assez précisément d'ailleurs, pour aller former un nouveau plus haut, toujours à l'intérieur des bornes du trading range, sans aller chercher les 5105, mais avec un peu d'énergie. Et puis, du côté des positions ouvertes, vous savez que c'est donc ce qu'on mesure, c'est l'intérêt de ces marchés dérivés qui sont très utilisés, donc, comme vous le disiez, par les professionnels. Et une parenthèse là-dessus, mais c'est le fait qu'on utilise beaucoup les marchés dérivés parce que ça permet de travailler en l'absence de tendance. Donc, dans ces configurations de marché, c'est très intéressant. Et puis, ça permet aussi de ne pas travailler que de façon directionnelle. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'avoir un sens de marché, travailler à l'achat ou à la hausse, comme on aurait tendance à le penser en tant qu'investisseur particulier. Donc, les considérations, elles sont plutôt favorables pour l'instant. C'est-à-dire qu'on avait
parlait d'une petite attaque, une petite pression des vendeurs en début de semaine dernière. 7500 contrats ouverts contre 5053 points. On voyait qu'il y avait un petit bouchon à ce niveau-là et ça résistait en fin de semaine. Et puis la légère hausse de vendredi dernier a permis de retourner un peu la situation et on a connu l'ouverture de 8600 contrats sur le futur CAC 40 dans la journée de vendredi. Donc dans un mouvement de hausse même timide, ça signifie que les acheteurs ont quand même pris la main. Il y a eu des contrats ouverts. Alors c'est lié aussi à cette échéance des marchés dérivés. Il n'y a pas que de l'intérêt qui s'est ouvert là, il y a aussi des éléments techniques de la gestion de delta, des gestions de position sur les marchés dérivés. Mais c'est quand même intéressant et on voit que ça a eu un mouvement technique assez rapide et qu'on a donc franchi ce petit niveau. Donc moi j'y vois des signes plutôt positifs. Je ne vous donnais pas de cible en cas de sortie du trading range depuis plusieurs semaines parce qu'on ne voyait pas tellement de raisons d'en sortir. Là, peut-être sur les considérations techniques, on attend des nouvelles. Pour l'instant, elles ne viennent pas, mais peut-être sur des considérations techniques pour une semaine d'échéance. On pourrait aller franchir donc ces niveaux de 5105 points pour aller chercher donc une résistance vraiment importante, c'est 5148 points sur le futur CAC 40. Et pourquoi pas des extensions, alors 5178 et puis un niveau de résistance important, 5204 points. Donc voilà, c'est précis, mais c'est peut-être des intérêts qui pourraient se développer de ce côté-là. Les 5002 qu'on avait dû toucher sur le CAC peut-être fin mai, si je dis pas de bêtises. Fin mai ou mi-juin. Ouais, c'est ça, fin mai, mi-juin. Voilà, c'était la fin du rallye qui avait été entamé au point bas de mars 2020. Voilà, mais encore d'un mouvement très spéculatif, pas beaucoup de soutien. Cette fois-ci, ça s'est construit depuis. Donc, si on va chercher ce niveau-là, il faudrait qu'il y ait du volume, qu'il y ait du soutien, qu'il y ait un peu d'éléments qui viennent étayer tout ce mouvement-là. Un point intéressant que vous notiez sur la volatilité, Romain, c'est que, c'est valable peut-être pour la volatilité du marché américain, le VIX, mais peut-être également pour d'autres indicateurs de volatilité sur le marché européen. Quand on a vu le marché baisser, et ça a baissé assez fort aux États-Unis il y a une semaine maintenant, la volatilité n'a quasiment pas bougé, alors que normalement, c'est ce qu'on appelle l'indice de la peur. On aurait dû voir une explosion à la hausse de la volatilité, on ne l'a pas vu. Exactement, l'indice de la peur, donc, qui effectivement, mécaniquement, fait que quand les marchés baissent, cette volatilité, cet indice de stress doit monter. Il monte pour quelle raison ? Justement pour ce thème des options, on se couvre, on achète de la couverture, ça fait mécaniquement augmenter ses puts, ses options de vente, et donc la volatilité, et évidemment les calls aussi, puisque le marché décale et que les opérateurs sont obligés d'intervenir sur les options. Ça fait donc monter ce niveau de stress. Il se situe un peu en dessous de 23 sur l'indice parisien. C'est plus visible sur le VIX, l'indice donc qui mesure la volatilité sur l'indice Standard & Poor's, qui n'a effectivement pas monté au moment où les indices américains baissaient et baissaient sérieusement. Donc ça, c'est plutôt un signe de relative sérénité. Il faut dire qu'ils avaient beaucoup monté avec la hausse du marché, paradoxalement. C'est ça. Et ça, c'était un mouvement très atypique. On avait vu le marché américain battre record sur record au cours du mois d'août, plus 10% sur le Nasdaq quasiment au cours du mois d'août. Et pendant ce même temps-là, la volatilité progressait. Exactement. Ça, c'est effectivement pas le sens de l'histoire. Normalement, quand les marchés montent, la volatilité doit se détendre. C'est assez logique en termes psychologiques. On achète moins de couverture, on se protège moins, le stress diminue au fur et à mesure que les marchés montent. Ça n'était pas le cas. Ce qui permettait de remarquer qu'il se passait quelque chose d'anormal sur ces marchés des options. Alors, de savoir si c'était uniquement SoftBank ou Robinhood ou les deux, donc qui ont eu cette influence sur les marchés des options, probablement des deux en tout cas, mais ça avait fait tendre cette volatilité malgré un marché haussier, donc un excès lié à un équilibrage nécessaire, sans rentrer dans des considérations trop techniques, mais quand on achète beaucoup d'options d'achat, il faut qu'en face, il y ait un équilibrage qui se fasse sur le marché. Cet équilibrage, il se fait en allant acheter des titres, des actions, et donc le fait de créer un excès sur un marché plus que le marché physique classique, ça fait monter cette volatilité. Donc, c'est pour ça qu'on y voit aussi des signes plutôt positifs dans l'immédiat. S'il y avait une vraie panique sur les marchés américains, probablement la volatilité aurait continué à monter. Je comprends, Là, il s'est plutôt détendu malgré la baisse du marché américain, où le Nasdaq est toujours à moins 10% par rapport à ses plus hauts historiques d'il y a une dizaine de jours, Romain. L'enjeu de ce début de semaine pour le Nasdaq, ça va être sortir de ce qu'on appelle ce territoire de correction. 10% par rapport au plus haut, c'est une correction sur le plan technique. 20% de baisse par rapport au plus haut, c'est le bear market, le marché baissier, dans lequel on peut rester englué un certain temps. Le risque est plutôt de revenir à moins de 10% de baisse par rapport au plus haut ou de continuer de plonger sur le Nasdaq on a défendu en fin de semaine dernière un niveau technique important, 10 900 points sur le Nasdaq. Ça, c'était vraiment important et de rebondir un peu dessus. Parce que de baisser, c'était plutôt sain. On l'a expliqué, un marché un peu tendu, un marché un peu excessif. Donc cette consolidation, elle est plutôt de bon ton, mais il fallait réagir, surtout à un moment où on arrive sur des niveaux techniques majeurs. Donc qu'il y a un petit rebond, c'est important. C'est
de bon ton, surtout en fin de semaine, et de défendre ce niveau-là. Parce qu'effectivement, il n'y a pas beaucoup de support sous 10 900 points et le risque d'accélération, il est de 10 à 12% sur le Nasdaq si on rompt ces niveaux-là. C'est des niveaux vraiment clés et le marché est assez mécanique et assez technique en ce moment, donc il y a de bonnes chances de faire ça. Donc ça, c'était important aussi. Pour nous aussi, c'était important sur l'indice parisien d'accélérer un peu, de sortir un peu de ce trading range, même si on en est. On ne l'a pas encore franchi en clôture, mais d'en sortir un peu parce que c'est un marché qui s'inscrit dans un triangle. Si on ne sort pas de ce triangle assez rapidement, c'est un marché qui va sortir, contrairement à ce qu'on pourrait croire, de façon molle. Parce que c'est pas plus on avance dans le triangle que les choses se tendent. Au contraire, tous les investisseurs ont repéré les bornes, les intérêts sont mis en place, et donc il n'y a plus vraiment de dynamique pour prendre quelqu'un à un contre-pied et pour que le marché soit accélère. Donc c'est important pour qu'il y ait de la dynamique dans le marché, qu'on sorte rapidement. On voit que ça se fait toujours sur fond de contre-pied, mais ça tient plutôt bien. Donc des éléments assez positifs en début de semaine, timides mais positifs. Bon, on verra dans quelle mesure les enjeux techniques auront été prépondérants cette semaine sur les indices. On fera le bilan, je le rappelle, avec vous vendredi. Ce sera une semaine dollar. Alors la semaine dernière, c'était la Banque Centrale Européenne. On regardait l'euro et toujours l'euro-dollar évidemment. Là, on va beaucoup regarder encore la parité de change euro-dollar, mais plus du côté du dollar encore, avec la réunion de la Fed demain et mercredi. La décision est attendue mercredi soir. J'ai noté qu'il y avait aussi les ventes au détail qui seraient publiées ce mercredi aux États-Unis. Toujours un chiffre important pour mesurer l'appétit de consommation des Américains. Et puis un peu plus tard, il y aura un indice de confiance du consommateur américain aussi vendredi, mesuré par l'université du Michigan. Qu'est-ce qu'on peut dire justement de l'euro-dollar en ce début de semaine, Romain ? Encore une fois, des faux signaux la semaine dernière, rupture d'un petit canal qui était très net en cassant les 1,1820 et puis réintégration du canal en fin de semaine dernière. Donc pour l'instant, la tendance de fond reste haussière, elle reste positive. La cible et la borne, enfin pas la cible, la borne haute c'est 1,2044, la borne basse du trading range c'est 1,1820. Tant qu'on évolue entre les deux, pas de signaux majeurs, ça reste avec un biais haussier. Si on accélère, et c'est plutôt le sens du marché pour l'instant, eh bien c'est en direction de 1,2124 et surtout 1,2228 quand on a des cibles importantes de court moyen terme. Il y a des niveaux au-dessus bien entendu, mais c'est plutôt dans ce sens-là que devraient s'orienter les choses dans les médias, sachant que manifestement c'est plutôt à la faveur des Américains de voir ce dollar s'affaiblir un petit peu dans l'immédiat. Ouais, c'est un peu ce que disaient la semaine dernière les stratégistes ou les gérants qui étaient dans Smart Bourse. Il n'y a pas de raison qu'on ne retourne pas tester le seuil des 1,20 sur l'euro-dollar, qui avait déclenché la petite phrase de Philippe Lane, le chef économiste de la Banque Centrale Européenne. L'euro-dollar, c'est important. Alors repris plus ou moins fermement depuis par Christine Lagarde et d'autres membres de la Banque Centrale Européenne, mais il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas retourner à ce niveau-là que vous indiquez comme étant une cible, au-delà de 1,20, c'est ça ? Non, manifestement. Et puis, on a constaté aussi en fin de semaine que ça ne pénalisait pas trop les valeurs exportatrices, puisqu'on a vu que le secteur du luxe et les trois valeurs bien prépondérantes dans l'indice CAC 40 avaient terminé étaient les trois plus fortes hausses de vendredi soir, alors que l'euro était remonté. Donc, manifestement, ce n'est pas un seuil de douleur trop important. C'est plutôt supportable dans l'immédiat. Et on considère que c'est des secteurs qu'on va surveiller, qui pourraient être justement un des moteurs de la reprise haussière. Autant il y a des secteurs qui sont des values qui avec du potentiel et de la reprise éventuelle, comme l'automobile, on en parle régulièrement, et les équipementiers. Autant le secteur du luxe s'était un peu endormi depuis quelques semaines et il a l'air de retrouver de l'intérêt de la part des investisseurs. Donc ça, c'est plutôt pas mal aussi et ça pourrait contribuer à déclencher enfin un mouvement. Merci Romain. Merci. Romain Daubry avec nous chaque lundi pour le plan de trading dans Smart Bourse, membre de la cellule Info d'Experts de Bourse Direct. Et puis chaque lundi dans Smart Bourse à la mi-journée, c'est le quart d'heure américain avec Thomas Koster, économiste senior en charge de suivre les États-Unis pour Pictet Wealth Management à Genève. Bonjour et bienvenue Thomas. Un mot peut-être l'actualité là qui nous amène à regarder un peu le deal TikTok. Oracle serait donc sur les rangs pour devenir non pas l'acquéreur au sens strict du terme, mais plus un partenaire technologique, une forme de mise sous tutelle ou mise sous coupe des activités américaines de TikTok chez Oracle. Comment est-ce que vous regardez ce deal sur le plan politique, puisque la volonté politique venait de Donald Trump, Thomas? Tout à fait. Alors, de plusieurs points. Le premier, c'est que vous avez bien compris, Trump a insisté sur le découplage technologique. Donc, il faut séparer les activités, y compris donc, de cette société, avec des activités donc, américaines qui seraient mis de côté, entre guillemets, et vendues à un partenaire américain. Deuxième point, et ce qui est assez intéressant, c'est que le secteur de la tech lui-même est plutôt un bastion de démocrates. Alors avec cette exception, en effet, de Oracle, comme vous dites, puisque notamment l'ancien patron d'Oracle était connu
pour avoir dit que Trump n'est pas le diable, un peu de dédiaboliser Donald Trump dans le secteur de la tech où il est très, très critiqué. Mais le point important, c'est que si on devait regarder dans le rétroviseur les années Trump, finalement, le secteur de la tech s'en sort très bien. Trump, qui était lui-même, qui a beaucoup critiqué la tech, finalement a fait ou laissé faire la tech, qui finalement s'en sort très bien, et beaucoup plus que le secteur manufacturier, puisque le secteur manufacturier a poursuivi sa tendance de baisse structurelle sous l'ère Trump, malgré les promesses initiales. Donc voilà mes commentaires là-dessus. Ah oui, non mais... Qui l'aurait cru en novembre 2016 que, effectivement, malgré les propos de Donald Trump, la tech aurait été le grand gagnant, la grande gagnante de son premier mandat. Je dis premier mandat, évidemment, en attendant l'élection du 3-4 novembre prochain. Alors, qui sera concomitante avec la prochaine réunion de la Fed, Thomas. Alors, il y a une réunion de la Banque centrale américaine cette semaine. La prochaine dans le calendrier étant fixée les 4 et 5 novembre. Ça va nous donner une séquence quand même incroyable en novembre. 3 novembre, jour d'élection, les résultats, on l'espère, dans la nuit du 3 au 4, et puis la réunion de la Banque centrale américaine dans la foulée. Mais tout ça va ensemble, Thomas, vous nous le racontez depuis des semaines maintenant. La Fed qui se réunit cette semaine regarde évidemment les indicateurs macroéconomiques, les indicateurs d'inflation sur son tableau de bord en permanence, mais l'aspect politique est devenu de plus en plus important dans l'équation et dans la fonction de réaction de la Réserve fédérale américaine, avec toujours cette impasse au Congrès qui perdure semaine après semaine sur l'idée d'un nouveau stimulus fiscal. Thomas. Tout à fait, et tout mis dans la balance, c'est vrai que la Fed aurait plutôt avantage à bouger dès cette semaine. Moi, je pense qu'elle va faire plus de QE, mais avant la fin de l'année, pas forcément cette semaine. Cette semaine, c'est un peu la phase de digestion de la nouvelle stratégie monétaire, de cette fameuse ciblage d'inflation en moyenne. Et il ne devrait rien se passer. Mais en effet, le problème, c'est que du coup, ça nous repousse aux meetings suivants qui arriveront plein dans la semaine électorale américaine. Et donc là, ça va être compliqué. Alors, sur le plan électoral, comme vous le savez, la crainte majeure, c'est ce fameux mirage rouge. C'est-à-dire, c'est quoi le mirage rouge? C'est le soir des élections, on se rend compte que potentiellement Trump est en avance. Pourquoi? Parce que les électeurs républicains, d'ailleurs dans les sondages, montrent qu'ils vont majoritairement voter en personne, alors que les électeurs démocrates vont majoritairement voter par courrier. Or, le vote par courrier risque de prendre du temps. Et donc, on va être un peu dans une situation de cafouillage, potentiellement pas de véritable gagnant le soir des élections. Bref, ça nous amène à la Fed qui, donc cette même semaine, va devoir se prononcer sur potentiellement plus de QE. Parce qu'en attendant, comme vous le dites, l'économie américaine est en train de stagner, et elle stagnera encore plus s'il n'y a pas de nouveaux plans budgétaires. Parce que je pense et j'insiste, s'il n'y a pas de plan budgétaire, on va vers zéro croissance au quatrième trimestre, donc vraiment une quasi-rechute de l'activité américaine. Donc, c'est un point primordial, Thomas. L'économie américaine ne peut souffrir le moindre retard dans la prise de décision politique d'un nouveau stimulus fiscal. On se dit quand même, avec tout ce qui a été mis sur la table, il y a quand même des effets dans le temps qui doivent se faire sentir, même si les chèques du Trésor aux ménages américains ont été réduits d'une certaine manière. Ils ont accumulé de l'épargne quand même, les ménages américains. On peut imaginer que ce Trésor, en tout cas, peut être dépensé avec un peu d'inertie dans le temps également. Tout à fait, mais l'inertie, on la voit déjà, et c'est pour ça que les ventes au détail, les fameuses ventes au détail de cette semaine seront importantes. Moi, je pense que on peut commencer à décevoir après avoir beaucoup surpris positivement sur la consommation. Mais voilà, que l'inertie, la fameuse inertie des aides fédérales commence à s'étioler. En effet, on est dans une économie américaine qui ne vit que par le stimulus. C'est un peu c'est sa force, mais aussi sa grande faiblesse. Les policymakers américains sont guidés par le taux de chômage. Et c'est un peu là, il y a un risque d'erreur à la fois de politique monétaire et de politique budgétaire, parce que le taux de chômage, lui, en effet, baisse fortement, baisse plus que ce que les économistes attendent. Mais néanmoins, c'est un mauvais indicateur, parce qu'en fait, ce qu'on voit, c'est que notamment les destructions de postes permanentes sont en forte hausse et continuent de monter. Donc en fait, on a une vraie fragilité de l'économie américaine, mais voilà. Il y a un risque que la Fed et aussi que le Congrès soient obnubilés par ce chiffre de taux de chômage en disant finalement ça s'améliore, il n'y a pas besoin de faire quelque chose maintenant. Ça serait potentiellement une grave erreur.
Bon, donc il y a un vrai risque de rechute de l'économie américaine au 4e trimestre. Vous dites, Thomas, si jamais le Congrès ne prend pas ses responsabilités suffisamment tôt et si la Fed se montre peut-être un peu trop frileuse dans cette période préélectorale. Voilà, tout à fait, avec les nouvelles du front de Washington qui ne sont pas forcément bonnes. Il y a eu donc un échec la semaine dernière à faire passer un nouveau plan du côté du Sénat. Je rappelle qu'au Sénat, la fameuse majorité, c'est une majorité qualifiée à 60 votes. Donc les républicains à l'heure actuelle ne l'ont pas. Donc ils n'ont pas réussi à faire passer cette loi parce qu'il y a les démocrates finalement ont fait bloc contre. Alors les démocrates font un peu la politique de la terre brûlée en disant c'est soit un gros paquet fiscal, soit rien du tout. Ce qui aussi amène à des potentiellement, c'est un peu c'est un peu blanc ou noir chez les démocrates. Et évidemment, le problème c'est que maintenant tout le monde regarde les élections qui arrivent en mire. C'est donc début novembre. Et évidemment, il y a une crispation de Washington, mais malheureusement au détriment de l'économie. Bon, sur le plan politique, de la dynamique, du momentum politique de Joe Biden versus Donald Trump, quels sont les derniers éléments qui vous marquent, Thomas? Je mets dans la balance, par exemple, Michael Bloomberg qui apporte $100 millions de budget de campagne en Floride, précisément un État clé à Joe Biden, bien sûr. Et puis Bernie Sanders qui livre quelques recommandations également au candidat Biden en lui disant focalise-toi plus sur l'économie, laisse de côté la culture, le social, focalise-toi sur les résultats économiques de Donald Trump qui, j'imagine, peuvent être tout à fait débattus et discutés. Tout à fait, et ça me fait penser à deux points importants. Premier point, la Floride reste l'État clé. Alors il y a les États évidemment de la Rust Belt dans le nord-est, mais la Floride restera l'État clé. Ça a toujours été l'État clé. On se rappelle de l'an 2000 quand les résultats de Floride avaient été très contestés. Il y avait un recomptage des voix et finalement Al Gore avait cédé à George Bush. Et ça, c'est vraiment un scénario qu'il faut avoir en tête parce qu'il peut y avoir des similitudes potentiellement avec ce qui peut se passer cette année. Deuxième point sur Bernie Sanders, ce qui est intéressant par rapport à Bernie Sanders, c'est-à-dire cette frange ce qu'on appelle aux États-Unis progressiste, mais donc très à gauche de l'échiquier démocrate. Là, pour le coup, en 2020, les sondages montrent que l'électorat Bernie Sanders est davantage prêt à voter pour le candidat démocrate qui est Joe Biden à tourner sa veste et voter pour Trump. Parce qu'en fait, la vraie clé de 2016, c'est qu'une frange de l'électorat Bernie Sanders s'est détournée de Hillary Clinton pour aller voter Trump. Et donc, évidemment, Bernie Sanders, là aussi, est inquiet que potentiellement son propre bastion électoral lui commence à se détourner et aller vers Trump. Parce qu'en fait, au final, notamment dans les États pivots, la vraie clé, c'est qui est-ce qui va gagner la classe moyenne. Et ça, c'est vraiment aller chercher cet électorat de classe moyenne, les fameux cols bleus dans ces États-là. Et voilà, on a Bernie Sanders qui dit qu'il faut mettre le focus plus sur l'économie, qui a été son grand dada. Mais Joe Biden a toujours insisté pour dire qu'il est un candidat centriste et qu'il continuera des politiques plutôt centristes, y compris sur le fameux non seulement sur les impôts, mais aussi sur les politiques environnementales. Merci beaucoup Thomas, merci pour vos commentaires, vos remarques hebdomadaires dans Smart Bourse sur Bismart le lundi à la mi-journée. Thomas Kosterg est avec nous par téléphone depuis Genève, économiste senior en charge de suivre les États-Unis, vous l'aurez compris, chez Pictet Wealth Management. Les marchés européens qui évoluent sans tendance à la mi-journée, le CAC est légèrement positif autour de 5040 points et plus. En attendant l'ouverture de Wall Street, les indices futurs américains sont orientés à la hausse et prédisent pour l'instant une reprise du Nasdaq de plus de 1,5%. On se retrouve ce soir en direct 18h30 sur Bismart. C'était Smart Bourse avec MoneyOne.fr, l'épargne qui fait du bien.